Une randonnée dans la nature devrait toujours être un moment de plaisir, mais dans certains cas, elle tourne au cauchemar. Vous pouvez vous retrouver piégé en quelques minutes et dans une situation extrêmement compliquée, où votre vie est en jeu. C'est ce qui est arrivé à plusieurs randonneurs au même endroit en Californie, et c'est leur histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de randonnée, de disparition et de survie dans la nature. Je vais vous raconter deux histoires vraies de randonneurs où la nature s'est refermée sur eux comme un piège au même endroit. Mais avant toute chose, il faut que je vous parle de Holly qui est le sponsor de cette vidéo. Holly, c'est à la fois une marque de boissons énergisantes, gamme Energy, et d'Ice Tea, gamme Ice Tea. Ce qui différencie Holly des autres marques, c'est qu'elle produit beaucoup moins d'emballage que les canettes. Un pot évite de jeter 50 canettes. C'est donc plus écologique. Elle ne contient pas de sucre, pas de taurine et les arômes en colorant sont naturels. C'est donc plus sain. Ces energy drinks utilisent de la new caf, de la caféine cristallisée qui fait effet à plus long terme et évite un crash post-caféine. C'est donc plus efficace. Holly, c'est un plaisir pour les yeux car le packaging est fabuleux. Et surtout, c'est un plaisir à boire parce que c'est un régal. Et il y en a pour tous les goûts, je vous conseille d'ailleurs de tester leur pack découverte. Moi par exemple, j'aime beaucoup l'Ice Tea Peach Black Tea et aussi l'energy drink Pomme Granate Grenade. J'ai même carrément commandé un pot qui contient 50 portions, ça fait beaucoup moins d'emballage et aussi une box de 10 portions. Mais on a tous des goûts différents, donc à vous de voir ce que vous préférez. Surtout qu'en cliquant dans le lien dans la description de cette vidéo, vous pouvez justement profiter d'une réduction de 5 € en utilisant le code Lionel5. Un pack vous revient alors à 14,99 € ou bien 19,99 € avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtenez 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Fini les boissons sucrées malsaines, profitez de ces boissons enrichies en antioxydants et vitamines, meilleures pour la santé et surtout délicieuses. Goûtez Holly, vous allez voir, c'est sacrément bon. Pour commencer, il faut que je vous présente le premier protagoniste de cette histoire, un Américain de 59 ans nommé John Donovan. D'origine irlandaise, John est vraiment une personne atypique. Pratiquement sans famille, il est orphelin depuis l'âge de 10 ans et a appris à se débrouiller seul. Il ne s'est jamais marié et n'est jamais sorti avec quelqu'un. Il a été militaire pendant 15 ans dans l'US Navy et a même participé à la guerre du Vietnam. Par la suite, il s'est installé à Petersburg, une petite ville de Virginie, où il est devenu travailleur social à l'hôpital central d'État de Petersburg. Et malgré un bon salaire, il a toujours refusé de dépenser trop d'argent. Une habitude prise depuis son enfance en fait. Par exemple, il porte toujours les mêmes vêtements, il n'a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur et pas de voiture. Et il vit volontairement dans des logements presque insalubres où le loyer n'est que de 300 $ par mois. Mais lui, ça lui va. John Donovan est un sacré personnage, plutôt excentrique, bourru, il aime le whisky et jure comme un marin. C'est le genre de personne sans filtre, assez franche avec les autres, il a peu d'amis mais il fait bien son travail à l'hôpital et ses collègues l'apprécient. Vers l'âge de 40 ans, John a voulu perdre un peu de poids et il s'est mis à la randonnée. Il s'est alors inscrit dans un club de randonnée de Virginie appelé le Old Dominion Appalachian Trail Club et il a commencé à faire beaucoup de marches. Et il a commencé à devenir assez populaire auprès des autres membres du club. Et comme pour le reste, John Donovan est un randonneur assez spécial. Il fait ce qu'on appelle de la randonnée ultra légère. C'est-à-dire qu'on emporte un équipement minimum. On n'emporte que le strict nécessaire pour réduire le poids de son sac. Et dans le cas de John, c'est même moins que le strict nécessaire. Ses amis ont beau lui dire d'emporter plus d'équipement, lui il refuse parce que c'est une tête de mule. Sur les sentiers, John marche lentement, il arrive parfois 2 à 3 heures après les autres, parce qu'il a un petit problème de santé, une hypertrophie du cœur, qui lui rend parfois la respiration difficile. Et John se perd souvent parce que, bien entendu, il n'emporte jamais de boussole. Mais John Donovan est quelqu'un d'extrêmement chanceux parce que, à chaque fois qu'il se perd, il arrive toujours à retrouver son chemin au dernier moment. Croyant et catholique, il a peut-être un ange gardien, en tout cas, John prie souvent Saint Christophe, le saint patron des voyageurs. Et il a vraiment du bol, parce qu'un jour qu'il faisait une randonnée solitaire dans les montagnes Tétra en Pologne, il a glissé et il a commencé alors à dévaler une longue pente glacée. Mais John a eu de la chance parce que le cordon de son pantalon s'est coincé dans une racine et ça a stoppé sa chute. C'est ce qui l'a sauvé et à partir de ce jour-là, il a toujours porté ce pantalon qu'il a appelé son pantalon porte-bonheur. En tout cas, malgré son profil pour le moins atypique, John Donovan arrive toujours à aller d'un point A à un point B. Il termine toujours ses randonnées. Et ses amis lui ont donné un surnom, El Burro, qui signifie l'âne. Peut-être parce que c'est quelqu'un qui se tient à ses décisions et ne lâche rien.
Il ne marche pas vite, ok, mais il accomplit quand même de belles randonnées. Par exemple, il parcourt le sentier du Colorado, long de 780 km, et aussi le mythique sentier des Appalaches, long de 3510 km. Pour John, réussir à terminer le sentier des Appalaches, c'est une incroyable victoire, et il se dit que quand il sera à la retraite, dans très peu de temps, il va faire d'autres belles randonnées partout dans le monde. Mais il va d'abord marcher sur le Pacific Crest Trail, surnommé PCT, un sentier de 4240 km qui longe la côte ouest des États-Unis. Allant de la frontière mexicaine jusqu'à la frontière canadienne, c'est un magnifique voyage. Mais une randonnée quand même difficile par endroits. Il faut compter environ 5 mois pour l'accomplir en entier. Pour accomplir cette randonnée, John se prépare beaucoup, il passe 1 an à tout planifier. Et au départ, il doit accomplir cette randonnée avec un ami à lui, un autre membre du club de randonnée nommé Ken Baker. Mais au printemps 2005, Ken dit à John qu'il devrait reporter leur départ de 3 semaines. Parce que le sud de la Californie a connu son hiver le plus enneigé depuis des décennies. Il y a encore de la neige au sol et ils ne sont pas à l'abri d'une tempête. Voilà pourquoi, selon Ken, il ferait mieux d'attendre encore un peu que la météo s'améliore. Mais John, lui, n'a pas envie d'attendre. Voilà, il est comme ça, et il dit donc qu'il va respecter le programme prévu et partir seul. Et John ne perd pas de temps parce que le 19 avril, le jour même de son départ à la retraite, John, après une petite fête organisée pour lui à l'hôpital, va à l'aéroport et il prend un vol pour le sud de la Californie. Arrivé sur place en Californie, John cherche quand même quelqu'un qui pourrait l'accompagner sur le sentier et il contacte alors une amie à lui, une femme de 48 ans nommée Lynn Padgett. Et il lui propose qu'elle l'accompagne sur au moins une partie du PCT, le Pacific Crest Trail. Et Lynn accepte. John a vraiment de la chance, et tous les deux partent donc à Campo, qui est une minuscule bourgade américaine près de la frontière du Mexique. Campo est le point de départ du Pacific Crest Trail. John et Lynn commencent donc à marcher sur le PCT. Au départ, tout se passe bien, mais bon, au bout d'une centaine de kilomètres seulement, les pieds de Lynn commencent à gonfler. Et elle a tellement mal aux pieds qu'elle ne peut pas aller plus loin. John est donc obligé de continuer seul. Il poursuit sa randonnée en solitaire et s'apprête alors à traverser la chaîne de montagnes de San Jacinto, la première grande chaîne de montagnes rencontrée par les randonneurs sur le PCT. Et ces montagnes sont la partie la plus dangereuse du Pacific Crest Trail, car 15% des décès survenus sur ce long sentier se produisent dans cette zone. Les montagnes de San Jacinto sont très escarpées avec une météo instable. En effet, dans ces montagnes très proches de la ville de Palm Springs et du désert de Sonora, les températures peuvent être brûlantes au pied de ces montagnes et le temps froid et nuageux au sommet. Le 2 mai, John atteint la base des montagnes de San Jacinto. Il commence à grimper et tous les randonneurs qu'il rencontre lui disent qu'apparemment, une tempête de neige est prévue dans le secteur. Cette tempête doit arriver dans les prochains jours et personne ne veut être à ce moment-là sur Fuller Ridge, la crête du mont San Jacinto, le second plus haut sommet de Californie. Parce que le sentier du Pacific Crest Trail passe juste sur cette crête, vous voyez ça sur la carte, et cet endroit est assez périlleux. Mais ça n'arrête pas John Donovan, il en a connu d'autres, donc il continue. Il poursuit son ascension vers Fuller Ridge, et en fin de journée, il dresse son campement à mi-hauteur. Le lendemain, le 3 mai, John repart vers Fuller Ridge. Le sol est maintenant couvert de neige parce qu'on est plus en altitude, et sur le sentier, il croise d'autres randonneurs en train de redescendre. Et il lui demande alors comment ça se passe là-haut, comment est la météo par exemple. Et là les randonneurs regardent John et ils n'en reviennent pas. Parce que John porte des vêtements vraiment légers. Il a par exemple des tennis aux pieds et ne porte pas de gants. Il a enfilé des chaussettes sur ses mains. C'est le côté un petit peu amateur de John. Et il n'a pas de bâton de randonnée, il a vraiment le strict minimum. Et John a vraiment l'air très mal préparé pour être sur ce sentier. Donc là, les randonneurs, ils sont un peu perplexes quand ils voient John, et ils lui disent qu'en plus, il faut surtout pas rester dans le coin parce qu'une tempête de neige va sûrement frapper la montagne incessamment sous peu. Eux sont bien équipés et ils ont préféré faire demi-tour, pour vous dire à quel point c'est sérieux. Ils conseillent donc à John de faire comme eux et de redescendre. Mais vous commencez à connaître John qui est vraiment têtu comme un âne, lui il est déterminé à accomplir cette randonnée, et il continue. Donc il repart, et plus ça va, plus il commence quand même à se poser des questions, parce que le sol est de plus en plus recouvert de neige, et il a du mal à voir le sentier. Et le ciel commence un petit peu à se couvrir, on voit que le temps est en train de se dégrader, donc il n'est pas tout à fait rassuré. Il a aussi un peu peur de se perdre, et arrivé à quelques kilomètres de Fuller Ridge, donc la crête, il repère au loin 2 autres randonneurs aussi en train de monter. Donc là il se met à courir derrière eux, il les appelle et il les rattrape. En fait, c'est un couple de randonneurs canadiens, une femme et son fils nommés Connie et Alex Davis. Des Canadiens qu'il avait déjà croisés un peu plus tôt sur le sentier.
Et là, il leur demande s'il peut les accompagner un peu, parce que voilà, il a la peur de se perdre, et Connie accepte. Elle accepte, mais elle lui dit que vu que la météo est en train de se gâter, ils vont pas monter jusqu'à Fuller Ridge. Ils vont plutôt prendre un sentier pour contourner la crête. Ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins ça sera plus sûr, vu les conditions météorologiques. John lui dit ok, mais bon, ça ne lui plaît pas trop de faire un aussi long détour, et il leur dit qu'il va les suivre un peu avant de couper et remonter vers Fuller Ridge. Il va reprendre le sentier normal, quoi. Donc tout le monde repart, et John suit le couple de Canadiens à environ 10 mètres derrière eux. Et à un moment donné, il fait comme il avait dit, il les quitte, et il coupe, et il remonte vers Fuller Ridge. Et quand il réussit enfin à atteindre la crête, donc de Fuller Ridge, ce qui devait arriver arrive. La tempête de neige déferle sur la montagne. John se retrouve alors en plein blizzard, et c'est là qu'il se rend compte vraiment de son erreur. Il se retrouve seul dans l'enfer blanc. Il est seul et il ne voit plus le sentier. Et là, il fait ce qu'il peut pour redescendre la montagne en urgence, de l'autre côté de la crête, à l'est. Il marche beaucoup et arrivé à la nuit tombée, il n'a plus aucune idée de l'endroit où il se trouve. Et il est incapable de s'orienter parce que, évidemment, il n'a pas de boussole. Donc là, il est vraiment dans la mouise, il cherche une solution, il regarde autour de lui et à un moment, il aperçoit au loin, en bas, des lumières. Les lumières d'une ville. Et ce sont probablement les lumières de Palm Springs, la ville la plus proche au pied des montagnes. John décide alors de prendre ces lumières comme point de repère et de se diriger vers elles. Pendant des heures, il marche dans la montagne, il descend les pentes, il escalade des rochers, il contourne des arbres, et après des kilomètres et des kilomètres, il arrive finalement au-dessus d'un endroit nommé Long Valley, qui n'est plus qu'à 5 km à vol d'oiseau de Palm Springs. Mais Long Valley est un endroit spécial, et John se rend compte que s'il descend dans Long Valley, qui ressemble plus à un canyon qu'à une vallée, il n'arrivera jamais à remonter les parois. Parce que les parois sont trop raides. Mais John n'a pas le choix, parce que s'il reste à l'endroit où il est, il va mourir de froid. John descend donc dans Long Valley, et par endroits, il est obligé de sauter. Ce qui veut dire qu'il ne pourra jamais remonter les parois. Et arrivé en bas, il se met à suivre une rivière dans la gorge. Peut-être parce que c'est un conseil qu'on donne généralement aux personnes perdues dans la nature, on vous conseille de trouver un cours d'eau et de le suivre. John se met donc à suivre l'eau, mais il va avoir une terrible surprise. Parce qu'il réalise qu'elle mène à une cascade qui tombe d'une haute falaise. Et John ne peut pas aller plus loin parce que c'est un cul-de-sac, impossible à descendre sans se briser le cou. John fait évidemment demi-tour et il cherche un autre moyen de sortir de cette gorge. Mais il n'y a aucune issue. Il n'y a que des parois rocheuses qu'on ne peut pas escalader. Et c'est vraiment ballot parce que John n'était plus qu'à 5 km de Palm Springs, la ville dont il voyait les lumières. Vous voyez l'endroit précis où il se trouve sur la carte. On voit à l'ouest Palm Springs, qui est une ville du sud de la Californie, réputée pour ses hôtels, ses parcours de golf, ses sources thermales et ses spas. Cette ville est un endroit très connu en Californie, il y a énormément de monde qui vit là, beaucoup de touristes aussi. John est tout près, malheureusement, il est incapable de sortir de cette vallée, de ce canyon, cette gorge où il se trouve. John Donovan est coincé, complètement pris au piège, et il va être porté disparu sur le Pacific Crest Trail. Début mai, Brandon Day et sa petite amie Gina, originaire de Dallas au Texas, sont justement à Palm Springs. Âgé de 28 ans, Brandon, qui est conseiller financier, est venu pour le travail en Californie et il a invité Gina, une jeune femme de 24 ans avec qui il sort depuis quelques semaines. Le samedi 6 mai, la convention d'affaires à laquelle participait Brandon est terminée et le couple a du temps libre. Brandon et Gina ont prévu de rentrer au Texas seulement dans quelques jours, ils sont encore à Palm Springs pour le week-end et ils décident d'en profiter pour visiter le coin. Ne sachant pas trop quoi faire, ils décident de s'inscrire à une excursion de groupe avec un groupe de touristes pour aller au sommet du mont San Jacinto. Cette montagne domine vraiment le paysage à Palm Springs. Au sommet, en plus, il y a un bar et un restaurant. Et c'est aussi l'occasion de prendre un téléphérique, le téléphérique de Palm Springs, qui est l'une des principales attractions touristiques de la ville. D'une longueur de 4 km, ce téléphérique qui est le plus long du monde permet de grimper jusqu'au sommet du mont San Jacinto à 3300 mètres d'altitude. Donc Brandon et Gina achètent leur ticket, ils montent ensuite dans un bus où il y a d'autres touristes, une guide est là pour les accompagner et tous ensemble ils partent à la station de téléphérique de Palm Springs. Ils grimpent ensuite dans une cabine et démarrent leur ascension vers le sommet de la montagne. Et durant le trajet, ils profitent de la vue.
Arrivés en haut vers 15 heures, Brandon et Gina quittent la station de téléphérique avec le groupe de visiteurs, mais ils ne restent pas avec eux. Ils ne restent pas avec eux parce qu'ils veulent marcher un peu, ils se séparent donc du groupe et ils vont sur un sentier qui s'appelle le Desert View Trail. Un court sentier de 2,5 km tout proche. Ils vont sur le sentier jusqu'à un point de vue, le point de vue du Desert View Trail. Vous voyez ça sur la carte. Là, ils profitent de la vue grandiose et du calme des lieux quand tout à coup ils entendent quelque chose. Ils entendent ce qui ressemble à un bruit d'eau. Intrigués, ils regardent autour d'eux et ils se disent qu'il y a certainement une cascade dans le coin. Et poussés par la curiosité, ils se mettent à la chercher. Ils sortent alors du sentier et ils s'enfoncent dans la forêt. Ils marchent dans la nature en direction du bruit, mais c'est quand même plus loin qu'ils ne pensaient. Et au bout de quelques minutes de marche, ils réussissent enfin à atteindre l'endroit, qui n'est pas vraiment une cascade, c'est plus un point d'eau. Gina et Brandon sont un petit peu déçus, mais bon, ils en profitent quand même, ils prennent quelques photos et ils décident de repartir. Ils se dépêchent de revenir à la station de téléphérique pour rejoindre le groupe de touristes et rentrer avec eux. Mais ils ont un problème, c'est que Brandon ne retrouve plus le chemin. Il a beau chercher l'endroit par lequel ils sont passés, il est incapable de revenir sur leurs pas. Désorientés, ne sachant plus trop où aller, à un moment donné, ils décident de s'arrêter et de tendre l'oreille. Et ils entendent des bruits de voix. Ils entendent d'autres personnes parler, sûrement les touristes qui sont en train de les attendre. Les deux jeunes sont donc rassurés et ils commencent à suivre les voies. Ils marchent, mais ils ne parviennent toujours pas à revenir à la station de téléphérique. Pour Brandon et Gina, quelque chose ne tourne vraiment pas rond, mais il y a un petit détail qu'ils ignorent, c'est qu'il y a une spécificité dans cette montagne. Il y a un problème d'acoustique. Tous les sons ont tendance à rebondir sur les parois et on n'entend que des échos. En clair, il est impossible de savoir d'où proviennent les bruits. Et ils commencent à paniquer, Ils se mettent donc à crier, à appeler à l'aide, seulement personne ne leur répond. Et c'est même pas sûr qu'on les entende. Les heures filent et Brandon et Gina sont toujours perdus dans la montagne. Et ils ne peuvent pas appeler les secours parce que ils ont laissé leur téléphone dans leur chambre d'hôtel. Ils voulaient passer un moment en amoureux, ils voulaient être tranquilles, ils ne voulaient pas être dérangés, voilà pourquoi ils ont laissé leurs appareils. Perdus dans la nature, Brandon et Gina commencent vraiment à stresser parce que la nuit est en train de tomber en plus. Ils sont dans une situation extrêmement compliquée parce qu'ils n'avaient pas prévu de s'absenter longtemps. Ils n'avaient pas prévu de faire une longue randonnée dans la nature, donc ils portent seulement des vêtements très légers, des coupe-vents, aux pieds ils ont des tennis, et bien sûr ils n'ont emporté avec eux ni eau ni nourriture. Parce qu'ils ne pensaient pas en avoir besoin. Et quand le soleil se couche, la situation se tend encore un peu plus parce que Brandon et Gina sont à plus de 2000 mètres d'altitude, ils sont peu couverts et ils ont froid. Car à cette période, les températures sont négatives dans les montagnes de San Jacinto. Et les deux jeunes ne sont pas rassurés parce qu'il y a aussi des animaux sauvages, comme des cougars ou des serpents à sonnette. Le couple décide alors de se réfugier dans une petite grotte entre des rochers, où ils passent la nuit. Mais ils n'arrivent pas à dormir, complètement gelés. N'arrivant pas à dormir, Brandon réfléchit, les pensées tournent en boucle dans sa tête, et il se dit que quelqu'un a forcément remarqué leur absence. La guide a effectivement remarqué que Brandon et Gina manquaient à l'appel, mais elle pensait qu'ils étaient rentrés par leurs propres moyens, avec un autre bus ou un taxi. Et à l'hôtel, personne n'a noté non plus l'absence du couple. En clair, personne n'a donné l'alerte et aucune recherche n'a été déclenchée. Et vu que le couple ne devait pas rentrer à Dallas au Texas avant quelques jours, leur famille ne s'inquiète pas non plus. Le lendemain matin, c'est le deuxième jour que les deux jeunes gens sont perdus dans la nature. Ils ressortent de leur grotte et repartent dans la montagne. Et ils remontent les pentes, pensant qu'ils doivent grimper en altitude pour retrouver la station de téléphérique. Mais quand ils arrivent au point le plus élevé, où la vue est la plus dégagée, ils ont un choc. Car non seulement ils ne voient pas la station de téléphérique, mais ils constatent qu'autour d'eux, il n'y a que de la nature sauvage dans toutes les directions. Ils n'ont vraiment aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Et ils sont encore plus perdus qu'ils ne le pensaient. Ils voient néanmoins dans le lointain, au pied de la montagne, une ville, certainement Palm Springs. Et leur plan est maintenant simple, il est d'atteindre cette ville, de descendre la pente, d'aller tout droit en direction de cette ville. De cette manière, ils vont bien réussir à l'atteindre. De toute façon, c'est comme si cette montagne les forçait à descendre, selon Brandon. Le chemin le plus évident est d'aller vers le bas. Ils entament donc leur descente à travers un terrain parsemé de rochers. Et les lieux sont très escarpés. Par endroits, ils tombent, ils glissent, et Brandon manque même de se faire écraser par un rocher qui se déloge et dévale la pente.
Il évite de justesse un accident assez sérieux et ils continuent tous les deux leur route. Et à un moment donné, les deux jeunes sont obligés de descendre, même en sautant, une paroi rocheuse. Ce qui implique qu'ils seront incapables de remonter par le même endroit. Et arrivés en bas d'un canyon, ils tombent sur une rivière. Ils se précipitent alors pour boire parce qu'ils sont assoiffés, complètement déshydratés. Par la suite, ils se mettent à suivre cette rivière avec l'espoir qu'elle mène quelque part, mais en traversant une grande flaque d'eau, Brandon glisse et tombe à l'eau. Il réussit à en sortir, mais il a le bas du pantalon et les chaussures totalement trempés. Ce qui n'est jamais une bonne chose quand vous êtes en endroit où il fait très froid la nuit. À l'obscurité, le couple est toujours loin de la ville et il n'a pas d'autre choix que de passer une nouvelle nuit dehors. Les deux jeunes sont épuisés, frigorifiés, et Brandon est lui au bord de l'hypothermie parce que ses habits et chaussures sont toujours mouillés. Gina tente alors de le réchauffer en s'asseyant sur ses pieds, et comme cette fois ils n'ont pas trouvé de grotte où se mettre à l'abri, ils se blottissent l'un contre l'autre pour se réchauffer. Et ils passent encore une très mauvaise nuit. Quand le jour revient le lundi matin, les deux jeunes sont en sale état, très affaiblis, mais ils veulent s'en sortir. Pour eux, leur heure n'est pas arrivée, ils ne veulent pas que leur vie se termine là. Donc ils rassemblent les forces qui leur restent et ils repartent le long du canyon. Et là, Brandon voit soudain quelque chose un peu plus loin. Au départ, il pense qu'il a des hallucinations à cause du manque de sommeil, mais il regarde mieux et il se rend compte qu'il voit bien ce qu'il croit voir. Il voit un campement au milieu de nulle part. On dirait bien que quelqu'un est en train de camper à cet endroit. Quelqu'un qui va pouvoir les aider. Brandon le dit alors à Gina et tous les deux foncent vers le campement. Une sorte de toile de tente qui a été dressée. Arrivés sur place, tous les deux regardent à l'intérieur et ils voient qu'il y a juste un matelas en mousse et quelques vêtements et objets. À l'extérieur de la tente, ils trouvent notamment des chaussures de sport et un rasoir qui traîne par terre. Mais il n'y a personne. Le couple observe les environs et se rend compte qu'il n'y a pas âme qui vive. En regardant autour de la tente, Gina repère un sac à dos jaune sur le sol. Elle le ramasse et examine son contenu. Et à l'intérieur, elle trouve notamment des papiers, des cartes sur lesquelles quelqu'un a apparemment écrit quelques phrases. Elle en lit quelques-unes en vitesse et là, elle n'en croit pas ses yeux parce qu'elle lit le 8 mai. Et le 8 mai, c'est la date exacte du jour. Parce qu'on est le 8 mai. Elle se dit que le campeur, celui qui a écrit ces phrases, l'a fait quelques heures plus tôt, qu'il est sûrement encore dans le coin et qu'il va certainement revenir. Brandon est lui aussi soulagé, il prend la carte, l'examine à son tour, et là, son enthousiasme disparaît. Car il voit qu'il est écrit sur la carte le 8 mai 2005, alors que eux sont le 8 mai 2006, un an plus tard, jour pour jour. Et Brandon comprend alors que par une extraordinaire coïncidence, ce campement a été abandonné un an plus tôt, jour pour jour. Donc là, c'est la douche froide. Et en apprenant la nouvelle, Gina est effondrée. Et le couple comprend mieux pourquoi le campement est dans cet état délabré. Car par terre, il y a des objets rouillés qui traînent, comme un mug ou une fourchette. Ça fait visiblement des mois qu'ils sont là, et on trouve aussi par exemple ce qu'il reste d'une paire de lunettes. On se croirait presque dans un cimetière. Et les deux jeunes gens comprennent alors qu'il s'est sûrement passé quelque chose de terrible sur ce campement. Gina regarde à nouveau dans le sac à dos jaune, et en fouillant à l'intérieur, parmi les affaires, elle trouve un portefeuille. Elle ouvre et elle trouve à l'intérieur une carte d'identité au nom de John Donovan. Sans le vouloir, complètement par hasard, le couple a retrouvé les affaires du randonneur de Virginie disparu un an plus tôt sur le Pacific Crest Trail. Et en relisant ses notes, il voit que le 8 mai 2005, John a écrit « J'ai fait une chute, trop faible pour sortir du canyon. Le bas est une gorge, sans issue. » Par la suite, Brandon et Gina prennent le sac à dos et ils décident d'aller voir par eux-mêmes. Ils vont explorer les alentours. Ils marchent le long de la rivière jusqu'au bout du canyon, et là ils constatent qu'effectivement, il se termine par une cascade qui tombe d'une haute falaise. Les deux jeunes gens réalisent alors avec horreur qu'ils sont dans la même situation que John Donovan, coincés au fond de Long Valley. Vous voyez sur cette photo l'endroit exact. Brandon et Gina n'ont aucun moyen de sortir de cet endroit, cerné par de hautes parois rocheuses et bloqué par la cascade. Le couple est piégé au même endroit que John un an plus tôt. En tout cas, si l'on en croit ses écrits, John Donovan a réussi à survivre plusieurs jours en 2005. Par exemple, le 11 mai 2005, John a écrit « J'ai 60 ans aujourd'hui, il ne me reste plus que 2 crackers ». Car le 11 mai était le jour de son anniversaire. Et 3 jours plus tard, le 14 mai 2005, il a écrit sa dernière phrase.
en route vers le ruisseau pour chercher de l'eau. Au revoir, je vous aime tous. » Imaginant ce qui lui est arrivé ensuite, qu'il ne s'en est sûrement pas sorti, Gina et Brandon ont le moral à zéro. Brandon refouille le sac à la recherche de quelque chose pouvant les aider, et à l'intérieur il trouve un sac en plastique Ziploc. Un sac contenant une boîte d'allumettes. Des allumettes qui sont sèches. Revenu au campement alors que la nuit est en train de tomber, le couple allume un petit feu de signalisation. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ils entendent alors le bruit d'un hélicoptère dans le ciel. Seulement le feu s'éteint, on ne les voit pas et l'hélicoptère disparaît. À bout de force, dégoûtés, Brandon et Gina vont se coucher sous la tente. Ils se résolvent à passer une nouvelle nuit dehors, mais bon, ils n'ont pas trop l'espoir de dormir parce que les pensées tourbillonnent dans leur tête. Ils se demandent par exemple si l'hélicoptère va revenir. Et ils se demandent s'ils ne vont pas connaître le même destin que John Donovan, un homme qui avait l'air en plus expérimenté qu'eux, il avait l'air plus habitué qu'eux à vivre dans la nature. Le lendemain, le mardi 9 mai 2006, ça fait maintenant presque 72 heures que ce cauchemar a commencé. Le couple n'a rien mangé depuis le samedi midi, il a perdu du poids, et ce matin-là, Brandon a même du mal à se lever. Il va néanmoins chercher de l'eau à la rivière, et tandis qu'il remplit une tasse et une assiette, il voit quelque chose. Il remarque quelque chose en train de flotter dans l'eau, et il comprend tout de suite de quoi il s'agit. C'est le corps de John Donovan. Trop éreinté à la fois physiquement et psychologiquement pour aller le récupérer, Brandon revient au campement et là il décide de tenter le tout pour le tout. Dans un effort désespéré pour appeler à l'aide, il veut faire un grand feu. Il récupère alors beaucoup de brindilles et de bois secs et met le feu à un tronc d'arbre mort. Et le feu prend vite, très vite. Le résultat est même au-delà de ses espérances parce que d'autres arbres prennent feu. Le feu se transforme rapidement en incendie et Brandon doit courir pour sauver sa vie. Il rejoint Gina et pendant 45 minutes, c'est près de 2000 m² qui partent en fumée. Et ils ont de la chance parce que ce jour-là, le ciel est d'un bleu éclatant, sans nuages, et l'épaisse fumée noire qui s'échappe de la gorge se voit certainement de loin. Mais le feu s'apaise, couve, puis s'éteint, encore une fois. Les deux jeunes attendent un moment dans un état de nerfs terrible. Parce que là, ils ont joué leur dernière carte, c'est comme s'ils avaient tiré leur seule fusée de détresse, ils en ont conscience. Et si rien ne se passe, là, ils sont définitivement foutus. Ils attendent quand tout à coup, un bruit s'élève du fond de la vallée. Et un hélicoptère apparaît dans le ciel. Donc là, Brandon et Gina sont fous de joie, c'est un véritable miracle. Et Gina est tellement mal en point qu'elle a même du mal à sauter parce que ses jambes sont très faibles. Ils sont récupérés à bord de l'appareil et tandis qu'ils sont héliportés vers Palm Springs, là ils observent le paysage et ils se rendent compte qu'ils étaient encore loin d'être arrivés. Ils avaient encore beaucoup de chemin à parcourir. Et ils informent bien entendu les secours que pendant qu'ils étaient perdus, ils ont trouvé un campement appartenant à un certain John Donovan. Et ce nom fait tilt. Les sauveteurs se rappellent évidemment du randonneur disparu un an plus tôt. Des recherches avaient été menées sans succès. Et Donovan avait été porté disparu sur le Pacific Crest Trail. Sains et saufs, Brandon et Gina sont extrêmement reconnaissants envers John Donovan, car ce sont ces allumettes qui leur ont sauvé la vie. Et si John n'avait pas péri à Long Valley, les deux jeunes gens n'auraient jamais survécu. Un mois après le sauvetage du couple, une équipe de l'unité de secours de Riverside Mountain va venir récupérer le corps du randonneur. Vous voyez là des photos réelles qui ont été prises lors de l'opération. Et l'un des secouristes, nommé Patrick McCurdy, qui est allé récupérer John Donovan, a alors réalisé la difficulté du terrain. Parce qu'au départ, il trouvait que Brandon et Gina avaient été un peu idiots de s'être perdus dans cette région. Mais ça, c'était avant que McCurdy aille à Long Valley. Et ça n'est qu'une fois sur place qu'il a compris. Quand il a dû par exemple utiliser une machette à travers la végétation. Vous voyez sur cette photo à quel point la végétation est dense à Long Valley. Et quand McCurdy a aussi vu les parois très abruptes de Long Valley, là aussi il a réalisé que c'était quasiment impossible pour ces deux jeunes gens de s'en sortir. Et McCurdy a reconnu qu'il ne faisait aucun doute que le couple serait décédé s'il n'avait pas provoqué un incendie. Et le pilote d'hélicoptère a aussi avoué au couple que sans cet incendie, il ne serait jamais venu dans ce coin. Il n'avait jamais eu l'intention de fouiller cette zone. Il n'aurait jamais pensé aller chercher dans ce secteur et en plus, Patrick McCurdy a confié que, vu la dangerosité du site, il n'aurait jamais envoyé des gens dans cette gorge. Donc cet endroit, Long Valley, était vraiment un piège. Le 11 juillet 2006, des funérailles ont été organisées pour John Donovan. Et il a été enterré comme il le souhaitait au cimetière des vétérans de Virginie, au cimetière militaire d'Amelia. 80 personnes étaient présentes à la cérémonie,
et la plupart d'entre elles étaient ses amis du club de randonnée. John a été enterré avec tous les honneurs militaires au son de la cornemuse pour rendre hommage à ses origines irlandaises. Donc on voit que dans cette histoire, cette double histoire, une disparition de randonneurs a permis d'en sauver d'autres. Et c'est une histoire qui se termine bien, une fois n'est pas coutume. Même si c'est triste pour John Donovan, évidemment. Pour apporter quelques analyses rapides sur ces affaires, on voit que, une fois de plus, ces randonneurs, donc ces personnes disparues, ont commis des erreurs dont la principale est d'être sortis du sentier. Une erreur souvent fatale. Ils se sont aussi séparés des autres, qu'il s'agisse de partenaires de randonnée ou d'un groupe de touristes. Et ils n'étaient pas bien équipés, par exemple, ni John, ni Brandon, ni Gina n'avaient de téléphone portable avec eux quand ils se sont perdus. Car il semblerait qu'il y ait bien du réseau téléphonique et même Internet sur le mont San Jacinto. Ces randonneurs ont commis des erreurs, c'est vrai, mais bon, il faut quand même reconnaître qu'eux aussi, ils ont été piégés par la nature. La nature les a littéralement piégés, que ce soit par les sons, les échos qui les ont désorientés, et aussi avec cette fausse bonne idée de suivre un cours d'eau. Et le terrain très accidenté sur lequel ils progressaient, qui était en pente, les incitait toujours à descendre, et voilà pourquoi ils se sont retrouvés bloqués dans cette gorge. On entend souvent dire que quand une personne est perdue dans la nature, elle doit suivre un cours d'eau. C'est vrai que c'est un bon conseil, sauf dans le cas où ce cours d'eau mène à une cascade et à une falaise. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller en Californie du Sud, il faut peut-être éviter d'aller randonner à Long Valley. Long Valley qui n'est pas du tout une vallée, mais plutôt une gorge en cul-de-sac, quoi. Je vais vous remontrer sur la carte l'endroit exact où était le campement de John Donovan, ainsi que la cascade. On ne voit pas d'eau sur les images parce que le temps était sec, mais bon, vous voyez quand même comment ce terrain est accidenté. Même si elle présente des différences, cette double affaire de disparition me rappelle beaucoup le cas de Jerry Larguet, dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Si vous l'avez loupé, vous pouvez la voir ou la revoir, elle vous sera proposée dans quelques instants avec d'autres vidéos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un petit pouce en l'air. Un grand merci aussi à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et ça donne un bon coup de pouce à la chaîne, ça permet à d'autres spectateurs de découvrir les vidéos. Et pour plus de contenu, je vous invite évidemment aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune future vidéo. Merci du fond du cœur. Un grand merci aussi bien sûr à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et n'oubliez pas que vous pouvez profiter d'une réduction de 5 € en utilisant le code Lionel5. Un pack vous revient alors à 19,99 € ou bien 19,99 € avec un checker. Et en utilisant le code Lionel, vous obtenez 10% de réduction sur toutes les prochaines commandes. Cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour profiter de la réduction accordée aux abonnés de la chaîne. Moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur la chaîne et en attendant, ne disparaissez pas.